Je suis heureuse de vous recevoir ce matin en grand nombre encore une fois on reçoit Nicolas Mainville qui est le directeur Greenpeace Québec. Vous le savez, Greenpeace a défrayé la manchette, ne serait-ce que par rapport à la fermeture et la réouverture ensuite de la machine numéro 9 de produits forestiers résolus à Alma. La norme FSC, donc ça brasse. Il y a encore des négociations en cours d'ailleurs avec les Inuits, Lucien Bouchard. Donc on pensait que c'était une bonne idée d'inviter M. Mainville pour venir passer 57 minutes avec nous, histoire de poser toutes les questions qu'on peut poser. Donc, M. Mainville va commencer par une courte allocution et une vidéo, en fait, un PowerPoint. Et ensuite, ce sera à Louis Tremblay et à Jean Houle de poser les questions. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Merci d'être si nombreux. Merci de l'invitation aussi. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce matin. Puis de faire cette discussion-là avec vous de façon assez conviviale. J'aime bien la formule. C'est un plaisir, en fait, de rencontrer ou de revoir certains d'entre vous. C'est sûr que ça l'a brassé dans les derniers temps, puis pour moi, c'est vraiment important, et pour Greenpeace et pour moi personnellement, de pouvoir approfondir le débat. Il y a eu des attaques assez virulentes, des fois ça l'a pas volé très haut, et je pense qu'on est rendu à un point dans le débat forestier où est-ce qu'il faut augmenter le niveau des commentaires, augmenter le niveau des arguments pour s'assurer qu'on s'en va dans le sens des solutions. Donc, c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Je veux parler de solutions et ces solutions-là sont vraiment à portée de main. Donc, c'est clair que pour moi, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Le débat sur la question forestière, pour nous, il est essentiel. Il y a évidemment plusieurs intérêts là-dedans. La question des emplois, elle est centrale, on le sait. Il y a beaucoup de tensions actuellement, puis on est préoccupé de ce qui se passe avec les emplois, on est préoccupé de ce qui se passe avec les travailleurs et comment qu'on va assurer justement que ces emplois-là sont maintenus à long terme. Maintenant, pour avoir un débat, il faut qu'il y ait quand même des arguments qui soient sereins et bien fondés. Et c'est sûr qu'on a observé une certaine dérape dans les derniers mois, autant d'un point de vue d'opposition entre emploi et protection de la forêt, autant d'un point de vue d'exagération des arguments aussi. On l'a vu, par exemple, cette opposition qui est faite même par le premier ministre du Québec entre caribous et travailleurs, entre protection de la forêt et maintien des emplois à long terme. Pour nous, on ne croit pas à ça. On n'est pas dans cette dichotomie-là entre protection de la forêt et perte d'emploi. Pour nous, ça va de pair, ces deux enjeux-là. Et en fait, on est convaincu que l'industrie forestière et la conservation ont tout à gagner à cohabiter. La raison pourquoi on est convaincu de ça, bien, la première des choses, je pense que les travailleurs eux-mêmes reconnaissent qu'une saine gestion forestière, c'est essentiel pour le maintien de leur emploi à long terme. Il n'y a personne qui veut scier la branche sur laquelle il est assis. Et c'est clair qu'on l'observe un peu partout au Québec. Les travailleurs forestiers sont les premiers sur la ligne de front à reconnaître l'importance d'une saine gestion et ils font un travail exceptionnel dans ce sens-là. Maintenant, est-ce qu'on est encore en retard au Québec par rapport à d'autres secteurs dans le monde? Nous, on est convaincus que oui. Il y a un équilibre à atteindre entre la protection et l'exploitation de la forêt. Et c'est en maintenant cet équilibre-là qu'on est convaincu qu'à long terme, on va être gagnant, autant pour la forêt que pour les travailleurs. Maintenant, est-ce que ces solutions-là existent? Nous, on est convaincus que oui, puis on a des exemples un peu partout dans le monde qui montrent que c'est faisable de maintenir une bonne gestion forestière et d'assurer les emplois à long terme. Je vous amène en Colombie-Britannique rapidement parce que pour nous, c'est vraiment un très bon exemple de comment on peut collaborer. On a cette tendance à reprocher au mouvement environnemental de bloquer l'industrie, d'être contre l'industrie, alors qu'au contraire, on le voit, c'est possible de travailler conjointement. Je vous ramène en 1990. Dans les années 90, le grand débat qui fait rage en Colombie-Britannique, là où il y a des manifestations, des blocages en forêt, il y a beaucoup de tensions, une campagne de marché qui est orchestrée par Greenpeace, Forest Ethics, plusieurs autres groupes qui mettent de la pression sur l'industrie pour essayer de protéger davantage la forêt et s'assurer qu'à long terme, on a une gestion qui est saine. Et je ne sais pas si vous avez suivi ce dossier-là, mais on est maintenant en 2015 et
on a mis autour de la table les groupes environnementaux, les communautés autochtones, les gouvernements, les scientifiques et l'industrie forestière ensemble pour créer ce qu'on appelle maintenant l'entente de la forêt du Grand Ours, qui est une entente qui fait, je vous dirais, une éloge du Canada un peu partout dans le monde, parce que c'est vraiment une référence en la matière. Comment collaborer tous ces acteurs-là, comment asseoir tous ces acteurs-là autour de la même table. Nous, on est convaincus que c'est un exemple qui peut se reproduire ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le genre de modèle qu'on veut pousser. Maintenant, il y a des choses à faire, il y a des étapes à franchir pour s'assurer qu'on va justement aller dans le sens des solutions. La première des choses, on l'a dit plusieurs fois, vous l'avez vu dans les médias, on le répète encore aujourd'hui, il faut faire revenir la certification FSC au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette certification-là, elle est exigée sur les marchés internationaux et elle va permettre aux entreprises comme Produits forestiers résolus de s'accaparer des parts de marché et de satisfaire leurs clients à l'international. On pourra parler FSC, évidemment, en détail tout à l'heure, mais un des éléments qui, pour nous, est central aussi, c'est de réellement appliquer le nouveau régime forestier québécois. On entend depuis plusieurs mois le ministre Lessard, le premier ministre, l'industrie forestière dire qu'on a le meilleur régime forestier au monde, qu'on est les plus meilleurs de la gestion forestière au niveau planétaire. Maintenant, il va falloir l'appliquer, ce régime-là, parce qu'actuellement, ni la stratégie d'aménagement durable des forêts, ni le règlement d'aménagement durable des forêts sont publics ou appliqués ou imposés à l'industrie. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour réellement appliquer cette loi qui a été adoptée en 2010, qui a été appliquée en 2013, mais qui, encore aujourd'hui, tarde à s'appliquer sur le terrain. Et le troisième élément qui, pour nous, est central, c'est la diversification des produits forestiers issus de notre forêt. Donc, le papier journal, le 2x4, oui, mais il y a tellement plus qu'on peut faire avec notre forêt. Il y a tellement d'alternatives. Et nous, on croit à un secteur forestier fort qui est diversifié, qui ne mise pas sur un ou quelques produits, mais vraiment qui va aller chercher l'ensemble des options. Et donc, en fait, on croit à une vision d'une économie forestière qui est forte, qui est axée sur le 21e siècle. Et ça, bien, qu'est-ce que ça veut dire? Entre autres, bien, c'est qu'on va arrimer notre gestion forestière avec les principes de la certification, premièrement. Donc, on s'assure qu'on peut vendre nos produits à l'international. Et l'aménagement écosystémique, pour nous, c'est central, hein. Vous l'avez vu, c'est le premier élément de la nouvelle loi sur les forêts. Maintenant, comme je dis, il va falloir qu'on l'applique sur le terrain, mais celle-là, c'est vraiment un gros morceau. L'autre gros morceau, c'est la transformation de nos produits. Deuxième et troisième transformation, il faut absolument investir massivement dans ce secteur-là. Et évidemment, il y a toutes sortes d'autres produits qu'on peut sortir de notre forêt. La forêt québécoise, c'est pas un champ d'arbres, c'est pas une pile de mètres cubes de bois, c'est toutes sortes de choses. On peut faire la diversification économique, on peut, oui, sortir des mètres cubes de bois, mais aussi les transformer. Mais il y a aussi toute la question des produits forestiers non ligneux, la diversification économique passant par le tourisme, la chasse, la pêche, bref, il y a toutes sortes d'options qu'on devrait mettre sur la table et non pas prioriser seulement les mètres cubes de bois. Et finalement, on est convaincu qu'il faut absolument augmenter le niveau d'air protégé dans notre forêt commerciale. Et c'est, selon nous, une des grosses faiblesses qu'on a actuellement. On aura beau investir des centaines de milliers de dollars de propagande à l'international pour dire que le Québec est le meilleur régime forestier de la planète, mais si on a seulement, actuellement, 5 % de notre forêt au sud de la limite nordique qui est protégée, bien, on aura beau avoir les meilleurs discours de la planète, mais malheureusement, sur le terrain, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 6 % d'air protégé. Donc, on est convaincu qu'il y a définitivement place à amélioration. Il y a d'ailleurs un engagement gouvernemental d'atteindre 12 % pour cette année. Cette année, on est censé doubler les aires protégées au Saguenay-Lac-Saint-Jean si on respecte nos engagements. Donc, je crois que le gouvernement reconnaît l'importance de cet engagement-là, reconnaît aussi l'importance de la certification FSC. D'ailleurs, avec l'engagement d'un 500 000 $ pour M. Bouchard et le règlement d'une des non-conformités de résolu. Nous, on voit plusieurs signes positifs, puis on est vraiment intéressé, premièrement, à discuter de ces différents enjeux-là et surtout travailler dans le sens des solutions. Greenpeace fait partie de cette solution-là et ça va nous faire plaisir de collaborer avec tous les acteurs du milieu, s'asseoir autour de la même table et assurer que, oui, les travailleurs vont maintenir leur emploi et oui, notre forêt sera bien gérée et non pas opposer ces deux éléments-là qui, selon nous, sont centraux.
Je m'arrête là-dessus, puis j'ai d'autres informations. Dépendamment de vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Parfait. La première question va à Louis Tremblay du journal Le Quotidien. Monsieur Mainville, dans le dossier de la certification forestière, est-ce que Greenpeace est favorable à ce que le gouvernement du Québec, parce que c'est le gouvernement du Québec qui est responsable de la préparation des plans de coupe, est-ce que le Greenpeace est favorable à ce que le gouvernement donne raison au CRI et qu'on maintienne les coupes en damier dans le territoire de Barrette-Chapais et de Chantier-Chibougamau, qui sont les pires coupes qu'il n'y a pas pour le caribou forestier? Ça veut donc dire, si c'est bon pour les CRI, c'est correct, c'est pas grave pour le caribou. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est le maintien des coupes en damier. Le vrai débat, il est là. Non, bien, il est là. C'est pas moi qui le dis, c'est l'équipe du plan de rétablissement. Ouais, en fait, l'enjeu est beaucoup plus complexe que seulement des coupes en damier. Il est là. L'entente de Barry Moses stipule effectivement que l'aménagement du contexte de la paix des Braves se superpose à l'aménagement qui est plus associé à la protection du caribou. Ça, c'est effectivement un enjeu. Par contre, il faut reconnaître aussi que la nation CRI exige que d'importants territoires soient protégés, justement pour maintenir le caribou. Et c'est là que ça devient intéressant de voir comment est-ce qu'on peut faire avancer certaines solutions. Par exemple, la vallée de la Broadback a été identifiée par la nation CRI comme un immense territoire dont un core central, une zone centrale serait protégée, un 13 000 km² déjà identifié, c'est dans les cartons du gouvernement, et ça fait partie des négociations actuellement. Donc, la vallée de la Broadback, pour la nation CRI, c'est un peu aussi une réponse à la disparition du caribou sur leur territoire. Il faut comprendre qu'il y a certaines nations, comme la nation de Waswanipi, sur laquelle 90 % de leur territoire a déjà été coupé ou fragmenté. Il leur reste un 10 % de forêt encore intacte. Et pour eux, c'est essentiel de protéger ces secteurs-là. Donc, ce n'est pas une réponse de coupe en damier ou coupe autre. C'est de dire certains secteurs doivent être épargnés pour maintenir le caribou, qui est justement une espèce qui est sensible à l'exploitation forestière. Mais ailleurs, on peut maintenir des pratiques qui sont pas très bonne pour le caribou. Mais en fait, si on regarde les derniers secteurs où le caribou existe, c'est dans les forêts vierges, c'est les dernières portions encore intactes, et c'est justement dans ces secteurs-là que, entre autres, la nation CRI exige une plus grande protection. Et du côté du nord du lac Saint-Jean, le secteur des Montagnes Blanches qui est identifié comme étant une pouponnière pour le caribou forestier, qui est d'ailleurs une des propositions qui a été mise sur la table la semaine dernière par les groupes environnementaux pour dire, écoutez, si on veut faire revenir FSC au Saguenay-Lac-Saint-Jean, probablement une des meilleures façons de le faire, c'est de protéger un grand secteur dans le nord pour répondre à plusieurs des non-conformités qui ont été identifiées par les auditeurs indépendants de Résolu. Donc, la question va à Jean Houle de TVA. Ensuite, j'attends vos noms. Monsieur Mainville, est-ce que c'est exact que Greenpeace a influencé ses membres pour mener une campagne auprès de Best Buy dénonçant l'utilisation des produits forestiers résolus? Vous voulez influencer ses membres? Qu'est-ce que vous voulez dire par influencer? C'est un document envoyé par M. Aspat Saras de Greenpeace Canada, dans lequel on demande carrément aux membres d'écrire une fausse évaluation d'un produit Best Buy sur son site et de se faufiler dans les enjeux de la campagne. Ça, c'est un des points. Les autres étaient... Je peux vous montrer le document, je peux vous le faire circuler si vous voulez. Oui, non, je connais le document comme tel. Vous connaissez le document? C'est la question que je ne comprenais pas, c'est le... Greenpeace a influencé ses membres à faire pression sur Best Buy pour qu'ils dénoncent Résolu en les invitant même à écrire de fausses évaluations de produits. Est-ce que c'est exact? Donc, la façon que fonctionnent les campagnes un peu partout dans le monde, c'est qu'on a plusieurs supporters, mais on a aussi des grandes listes d'envoi où est-ce que les gens suivent ce qu'on fait. On a des milliers de supporters un peu partout. Et on communique aux gens sur les différents enjeux de campagne. La campagne Best Buy a été une campagne qui demandait à Best Buy de se doter d'une politique d'approvisionnement de papier. Et il y avait une pétition à signer où est-ce que les gens étaient invités à signer. Maintenant,
Maintenant, on a envoyé effectivement différentes sortes de communications aux gens pour dire faites pression auprès de Best Buy pour qu'ils se dotent d'une politique d'approvisionnement. Un de ces messages-là a été de demander aux gens de faire des commentaires sur la section des produits. Donc, c'est des commentaires sur les produits comme tels, plutôt que de faire un commentaire sur le produit. C'est de faire un commentaire sur l'importance de la politique d'approvisionnement. Et c'était ça qui était demandé dans ce contexte-là. C'est une forme de pression, utiliser les médias sociaux pour assurer que la compagnie, oui, reconnaisse qu'il y a une demande de ce côté-là et qu'elle agisse dans le sens des propositions qui étaient, dans ce cas-ci, se doter d'une politique d'approvisionnement. Il faut reconnaître que Best Buy, dans le classement qui avait été fait par Greenpeace, se retrouvait vraiment dans le bas de la liste parce qu'il n'y avait aucune politique d'approvisionnement de papier, ce qui, malheureusement, est un peu problématique lorsque la grande majorité des gros joueurs de l'industrie ont ces politiques-là, reconnaissent certains enjeux et l'importance de certains éléments comme la certification FSC. Mais que Greenpeace fasse pression, selon ses convictions, il n'y a pas de problème. Quand on les invite, c'est écrit « Write a false product review », écrivez une fausse évaluation. Vous parliez de relever le débat tantôt. Est-ce que ça, c'est un argument qui relève le débat selon vous? Écrire une fausse évaluation, c'est écrit en toutes lettres? Il faut comprendre, une fausse évaluation, c'est-à-dire, ce n'est pas une évaluation du produit comme tel, c'est une évaluation de l'importance de la politique d'approvisionnement. Le concept de faux, c'est pas dire dites des faussetés, c'est ne pas utiliser la zone où est-ce qu'on est censé faire des commentaires sur le produit comme tel, mais bien le faire sur l'ensemble de la politique d'approvisionnement qui était l'enjeu en question. Merci. Donc, la question va à Bertrand Tremblay. M. Mainville, est-ce que vous avez Attendez, visité l'Université du Québec à Chicoutimi? Je ne sais pas si vous avez besoin d'un GPS pour vous y rendre. Est-ce que vous connaissez le consortium de, justement, M. Laure qui vous a salué là? Est-ce que vous connaissez leurs travaux? Et la chaire en éco-conseil aussi de Claude Villeneuve, qui est le roi des écolos dans la région, puis qui vous dénonçait encore sur les ondes dernièrement en disant que vous êtes des terroristes, que vous n'avez aucun sens humain, parce qu'on a perdu des milliers d'emplois. Puis, alors, est-ce que vous tenez compte des recherches qui sont faites? Est-ce qu'il y a une valeur à vos yeux? Tout à fait. En fait, oui, justement, j'ai d'ailleurs donné des cours dans le cours de Claude Villeneuve. Moi, je suis biologiste, j'ai fait une maîtrise en sciences de l'environnement. Je travaille avec les différents chercheurs au niveau pan-québécois. C'est sûr que la recherche, pour nous, c'est fondamental. Les travaux du consortium sont fort intéressants, puis ça nous fait plaisir de collaborer ou du moins d'échanger. On connaît les positions de M. Villeneuve. Écoutez, pour nous, c'est l'important dans tout ça, c'est de s'assurer qu'on avance dans le sens des solutions. Est-ce que des déclarations à l'emporte-pièce, des attaques directes, nous, on considère pas que c'est constructif. Est-ce qu'on peut avancer dans le sens des solutions? Par exemple, comment qu'on fait pour régler la question des aires protégées? Moi, c'est des aires protégées. Qu'est-ce qu'on fait au Québec pour régler cet enjeu-là? C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui va nous permettre. À ce moment-là, les aires protégées, qu'est-ce que vous laissez finalement à l'industrie forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Avant ça, on coupait, je pense, autour dans les années, il y a 20 ans, 30 ans, on coupait autour de 7 à 8 millions de mètres cubes par année. Aujourd'hui, vous réduisez ça à combien, là, finalement? Là? Qu'est-ce que vous restez, après avoir tout donné aux autres, là, distribué, qu'est-ce que vous laissez à l'industrie forestière? Parce que c'est un problème de ressources, de disponibilité de la ressource, finalement. Bien, c'est de trouver un équilibre, justement. Si on veut s'assurer que, par exemple, la certification forestière revienne au Lac-Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il va falloir qu'on laisse place aux autres utilisateurs. Il va falloir qu'on laisse place à certains enjeux, comme la protection de la biodiversité. Et ça, il faut arrêter d'opposer les deux, là. Puis le calcul, nous, on n'embarque pas du tout là-dedans. Là. Le calcul, quantité de territoire protégé égale nombre d'emplois perdus, là, ça marche pas, ça tient pas la route. Ça ne tient pas du tout la route, ces calculs-là, parce qu'on le sait, on reconnaît que ça, c'est des engagements gouvernementaux, c'est des engagements aussi au niveau international, c'est la réputation du Québec, c'est de s'assurer, entre autres, que les certificats sont maintenus. C'est de cette façon-là qu'on peut garantir les emplois à long terme. Si on fait juste opposer les deux, dire dès qu'on va protéger la forêt, on va perdre des emplois, bien, on n'avancera pas, là. Je pense que tout le monde reconnaît qu'il y a un effort nécessaire à faire sur la question de la conservation. Nous, on veut épauler justement l'industrie, travailler dans le sens de ces solutions-là.
s'asseoir autour de la même table, puis arrêter cette confrontation. Parce que si on est tout le temps en train de s'envoyer des pierres comme ça, de se traiter de terroristes, moi, je suis pas sûr qu'on va avancer dans la bonne direction. Je suis convaincu qu'on est capable de tous se parler et c'est clair que pour nous, cette question-là, autant le maintien des emplois que la protection... Je vous laisse. Cette étude qui a été faite par des chercheurs de l'Université du Québec. Oui, M. Laure est justement là. À votre éclairage, il y a là-dessus une sommité aussi internationale qui est M. Tribouleau de... Merci. De Paris, de l'Institut de Paris de la Forêt. Je connais bien les travaux du consortium. Ouais. Je vous remercie. Mais leurs travaux et leurs conclusions ne s'accordent pas avec votre perception. Ben non, je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de chevauchements. Maintenant, c'est des fois les méthodes qui dérangent. Puis on reconnaît qu'on va continuer à faire la pression. Ça fait partie aussi de notre travail de faire cette pression-là. Si ça dérange, ben écoutez, ça dérange peut-être parce qu'il y a des faits qui sont dérangeants. Ben, ça dérange. Quand on perd 5-6 000 emplois, ça dérange certains. Vous, ça vous touche pas tellement. Mais j'aimerais ça que vous m'expliquiez, quel est le lien entre les pertes d'emploi et ce que nous on fait actuellement, là? Ben, c'est pas moi qui les fais, ce sont les gens qui sont même des écolos qui les font, ce calcul-là, à l'heure actuelle. Les calculs de perte d'emploi. De perte d'emploi, oui. Bien, en tout cas, on pourra reviser ces calculs-là, mais pour l'instant, nous, ce qu'on voit, c'est qu'au contraire, il y a une compagnie qui se retrouve sur la sellette actuellement parce qu'elle a perdu des certificats FSC. Ces certificats-là sont exigés par ses clients. OK? Ça, c'est très simple. On n'est pas dans un enjeu régional, on n'est pas dans un enjeu québécois, on est dans un enjeu mondial où nos produits forestiers sont aux 2/3 vendus à l'extérieur du pays. Et ça, pour répondre à la demande, bien, il faut s'assurer évidemment, qu'on respecte certains de ces critères-là. Et c'est là que la certification FSC joue ce rôle-là. Et nous, on l'a fait ailleurs dans le monde. On a épaulé d'autres compagnies pour s'assurer que les certificats soient maintenus. On a tendu la main à plusieurs reprises à Résolu pour que, justement, elle récupère ces certificats. Et le livre de recettes est là. Les auditeurs ont très bien identifié ce qu'il y avait à faire. Et nous, ça va nous faire plaisir de collaborer et de s'assurer que, oui, effectivement, sur le terrain, les choses sont réellement faites, sont réellement appliquées. Puis parmi ces choses-là, il faut s'assurer qu'il y ait plus de place pour la protection. Si vous autres posez des questions, parce que... On va y aller avec M. Gagnon. Oui. Question porte un peu sur l'approche commune. Là. On a le sentiment que au-delà là, des négociations qui se font très concrètement sur les emplois résolus, la certification SFC, tout ça, qu'il y a aussi toute la question de la négociation et de la perspective à donner sur les négociations d'approche commune. Et on se demande comment le Greenpeace joue ses cartes dans ce grand jeu presque de domino, dans le fond. Je touche une affaire, puis ça se répercute sur l'autre et tout ça. Comment vous vous inscrivez là-dedans, dans les négociations? Comment vous suivez ça d'une part et quel est votre point de vue de ce côté-là? Est-ce que, d'une certaine façon, puis on a ce sentiment-là, puis on les comprend de le faire, c'est que les nations autochtones jouent aussi sur le terrain des problèmes de résolus pour faire avancer leur cause du côté de l'approche commune, des négociations à tout le moins pour tenter de placer des cartes, des pions et tout. Quel rôle vous jouez là-dedans, vous autres, puis comment vous vous placez et comment vous voyez l'évolution du dossier? Bien, dans la perspective de la forêt québécoise, évidemment. Ouais. Je pense que une des choses qui est intéressante de la certification FSC, c'est que justement, elle reconnaît l'importance des droits des Premières Nations et du consentement préalable libre et éclairé. Ça, c'est un élément qui a été reconnu par les Nations unies. C'est un principe qui, maintenant, je pense, fait l'unanimité dans la question de la gestion des droits au niveau international. Le consentement libre et éclairé, maintenant, fait partie centrale des principes de FSC. C'est relativement nouveau, d'ailleurs. Hein. Il était inscrit dans FSC auparavant, mais depuis 2013, il est vraiment appliqué de façon plus stricte. Et pour nous, c'est un très bon signe parce que la question sociale est aussi importante que la question
purement écologique. Et évidemment que les nations, bon, vous le savez, depuis des décennies, se retrouvent avec des enjeux très sérieux, autant au niveau de l'exploitation sur le territoire que des réalités terrain dans les communautés qui sont très difficiles. Je pense qu'il y a deux désirs centraux là-dedans, c'est d'avoir évidemment plus de retombées économiques dans leur communauté. On le voit chez les Inuits, on le voit chez les Atikamekw, même chose chez les Cris, mais aussi une plus grande protection de leur territoire pour maintenir leur activité traditionnelle. Et ça, pour nous, c'est central et on épaule plusieurs nations là-dedans. Ça fait partie de nos préoccupations, de s'assurer que sur le territoire, oui, il va y avoir protection de la biodiversité, mais il va aussi avoir protection des activités traditionnelles, du maintien du patrimoine ancestral autochtone qui fait partie du paysage forestier québécois. Donc, spécifiquement sur les négociations, nous, on n'est pas à la table de négociation, on n'est pas un acteur politique, on est en retrait de tout ça, mais c'est sûr que, par exemple, on peut épauler certaines nations qui auront besoin de visibilité, par exemple. Ça peut faire partie de notre rôle et les aider justement à faire avancer leurs revendications sur le territoire. Ce sera le tour de M. Napoli, mais justement, est-ce que les Autochtones vous utilisent un peu en quelque sorte parce que votre discours semble quand même leur plaire? Quelle est justement la relation que vous avez avec les Autochtones, ne serait-ce que dans le dossier de la norme FSC, on ne les a pas beaucoup entendus parler jusqu'à ce qu'à un moment donné, M. Dominique nous dise Greenpeace est utile parce que les Autochtones n'ont pas nécessairement une facilité à aller véhiculer leur message dans les médias. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous et les Autochtones pour que les sorties soient aussi couvertes, par exemple? Bien, je pense qu'il y a vraiment un chevauchement des intérêts. La protection de leurs activités traditionnelles, la protection du territoire, la reconnaissance de leurs droits, ça fait partie de notre agenda. On regarde ce qui s'est passé en Colombie-Britannique. Les communautés autochtones étaient aussi en mode revendication, aussi en mode confrontation dans les années 90. Et lorsque tout ce monde-là s'est assis autour de la table, bien, les groupes environnementaux, les communautés autochtones, l'industrie, les scientifiques, le gouvernement assis, ont travaillé dans le sens de ce que les Autochtones demandaient, ce que les écologistes essayaient de faire avancer, ce que la science disait en arrière de tout ça. Donc oui, il y a clairement un chevauchement. Puis nous, on est convaincus que l'enjeu des jobs en région, l'enjeu autochtone, l'enjeu écologique, tout ça, c'est imbriqué. Puis faut arrêter de les opposer un à l'autre. Puis malheureusement, pendant des décennies, les Autochtones se sont retrouvés vraiment complètement balayés du revers de la main. Leurs préoccupations, les retombées économiques, leurs revendications territoriales aussi. Et donc, je pense qu'il est temps qu'on change de chapitre au Québec puis qu'on respecte davantage les droits de ces nations-là qui ont clairement un mot à dire sur la gestion forestière québécoise. Luigi Napoli, ensuite Jean Houle de TVA. Monsieur Merville, la Greenpeace, on sait, c'est une multinationale. Vous êtes un petit peu partout. Vous exercez un grand pouvoir. La première question serait d'où ça vient, ces pouvoirs-là? Est-ce que vous êtes mandaté par des gouvernements? Par quoi? Donc, j'aimerais à un moment donné que si on peut partir du sommet d'une pyramide, si vous voulez, des commandes ou des commandements. Autre chose, vous exercez justement les pouvoirs quelquefois avec violence. Ça veut dire sans respect de certaines lois, certains pays, vous montez à bord des bateaux, vous vous en fichez, vous entrez dans les ports sans le besoin d'avoir un pilote. Enfin, il me semble, j'ai l'impression que vous ne respectez pas toujours les lois des pays que vous visitez, tout ça. Et alors, cette forme, si vous voulez, les mots est lourd, cette forme de violence, personnellement, ça me dérange. Et très probablement va déranger aussi d'autres gens. Merci de la question. Première des choses, c'est que le principe fondateur de Greenpeace, c'est la non-violence. Donc,
La non-violence, extrêmement important. On est une organisation pacifique qui n'utilise pas la violence. On va utiliser différentes tactiques, dont la désobéissance civile, mais jamais de manière violente. Il y a d'autres groupes qui le font, mais Greenpeace, c'est très important pour nous, la non-violence. Le deuxième élément central, c'est l'indépendance. Donc, la force de notre organisation, c'est qu'on est financé par nos membres, par des individus un peu partout dans le monde qui nous appuient. Donc, ça nous donne une grande marge de manœuvre pour prendre position, pour appuyer ou dénoncer certains projets, certaines compagnies, certains gouvernements. Et de cette façon-là, d'être indépendant nous permet aussi d'influencer l'agenda. Je pense que c'est un peu ça qui est notre rôle. On le fait depuis 42 ans de façon complètement indépendante. Puis je pense qu'on a eu des grandes victoires. On a fait avancer beaucoup de débats. La question de la Colombie-Britannique, pour moi, c'est vraiment un bel exemple où est-ce que, oui, il y a des tensions, oui, il y a des manifestations, oui, parfois, il y a de la désobéissance civile. En fait, c'est en Colombie-Britannique qu'il y a eu le plus grand mouvement de désobéissance civile de l'histoire du Canada, où est-ce qu'il y a plus de 900 personnes qui ont été arrêtées en bloquant des chemins forestiers en disant, là, assez, c'est assez. Et c'est en créant ce débat-là, en créant cette controverse-là, que finalement, autant l'industrie que le gouvernement se retrouvent gagnants aujourd'hui, les Premières Nations aussi, avec plus de 33 % d'aires protégées, 70 % des forêts vierges, des forêts anciennes qui sont maintenant sous une forme de protection. Et l'industrie qui est certifiée FSC vend ses produits un peu partout dans le monde et reconnaît aujourd'hui que oui, ce débat-là devait se faire et qu'elle est gagnante à l'heure actuelle. Si on regarde la chasse aux baleines, si on regarde la protection de l'Antarctique, l'Amazonie, l'Indonésie, on a des campagnes un peu partout. Et oui, on dérange, mais c'est toujours dans le sens des solutions. Et nous, ça va toujours être ça le point central, pousser pour avancer ces solutions-là. Et nous, on est convaincus qu'il y en a justement au Québec. Et c'est pour ça qu'on est très actifs sur cette question-là. J'ai accroché sur le mot. Vous avez répondu complètement à ma question. D'où ça vient, c'est les commandes. De votre pouvoir. Oui. Je l'avais dit dans ma question. C'est ce que je me prêtais à rappeler. Vous l'avez écarté, vous m'avez ramené en forêt, et là, je suis perdu en forêt. Bon, alors voilà, c'est ça. Ça veut dire que c'est une grande organisation, je le reconnais, c'est une multinationale. Vous avez une structure, vous avez évidemment des frais, vous avez du personnel, vous avez enfin... Vous gérez évidemment un certain montant, un capital quelconque, tout ça. Et alors, encore là, moi, j'aimerais bien partir l'origine de tout ça. Ça veut dire comment vous êtes organisé. Je ne vous demande pas non plus d'avoir un organigramme, ça serait trop long. Mais disons, tout à l'heure, je dis à partir du sommet de la pyramide, qu'il y a au sommet de la pyramide, et vous êtes où dans cette pyramide? Qui vous a élu, qui vous a... Voilà, c'est ça, ma curiosité aujourd'hui, d'en savoir davantage. Qui décide d'envoyer des communiqués comme celui que citait monsieur Will, autrement dit? Oui, j'attends vos réponses. Ouais. Bien, en fait, c'est assez simple. On a des campagnes. Donc, c'est une organisation de campagne. Ça fonctionne par campagne. C'est des campagnes forêt, changement climatique, agriculture, océan. Chacune de ces campagnes-là sont construites avec des équipes. Ces équipes-là fonctionnent un peu partout dans le monde. On a des bureaux qui collaborent, on a des bureaux qui travaillent sur des enjeux spécifiques régionaux. Mais il n'y a pas de chaîne de commandement qui vient d'en haut. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, je vous dirais que ça vient plus d'en bas. C'est une organisation qui est financée par ses membres. Donc, les préoccupations de ses membres font partie de ce qui motive l'organisation à avancer. Par exemple, la plus grosse campagne qu'on mène actuellement au niveau mondial, c'est d'arrêter l'exploitation pétrolière en Arctique. Il y a des forages qui avancent de plus en plus, des compagnies pétrolières qui veulent foncer dans ces régions-là. Et on a un immense appui de la population et plus de 6 millions de personnes qui ont signé la pétition pour protéger l'Arctique, créer un grand sanctuaire dans ce secteur-là. Donc, c'est comme ça qu'on avance dans nos... C'est des campagnes, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas une espèce de centre de commandement qui... je ne sais pas trop l'image que vous avez, mais bref, c'est assez simple comme organisation. Puis, on a du personnel avec toutes sortes de qualifications. Comme moi, je suis biologiste, je suis spécialisé dans les questions forestières. On a des gens qui sont spécialisés dans les questions énergétiques. On a des économistes, on a des gens en communication, des gens qui font du web. C'est une organisation assez diversifiée qui, justement, utilise toutes sortes de tactiques pour faire avancer ces dossiers-là. Donc, on y va avec Jean-Roul, ensuite Louis Tremblay. En
En fait, ma question est complémentaire à celle de M. Luigi, M. Napoli. Le financement provient exclusivement des membres à travers le monde? Parce que est-ce qu'une entreprise privée, par exemple, peut vous financer? Est-ce qu'il y a des entreprises privées qui ne tirent pas profit de vos actions, justement? Jamais. C'est justement une de nos grandes forces, c'est cette indépendance-là qui nous permet d'avoir toute la marge de manœuvre. Donc, au Canada, on a environ, je pense, c'est 10 ou 11 millions de budget cette année. Je pense que c'est 96-97 qui vient des membres. Le 3 ça va être des projets très spécifiques avec des fondations philanthropiques. Donc, c'est jamais, surtout jamais, des entreprises privées ou des gouvernements qui nous financent. Et c'est justement là qu'on gagne cette marge de manœuvre-là. Et c'est ça qui dérange aussi. Hein. Il y a eu dans ce débat-là, tout le monde pose qui finance Greenpeace, qui finance Greenpeace. C'est quasiment, on est rendu dans un air où est-ce que l'indépendance dérange. On est rendu tellement habitué que tout le monde soit financé, qu'il y a quelqu'un qui tire des ficelles en arrière, qu'on essaie de voir ces liens-là. Quand au contraire, justement, une de nos forces, c'est d'être sans ficelle en arrière. Il n'y a personne qui nous dit quoi faire, puis ça dérange. Mais c'est parce qu'il y a toujours un adage, cherche à qui le crime profite. Crime entre guillemets ici, là, je voulais bien dire, là. Mais il y a quelqu'un qui profite de vos actions, on ne veut pas. Tantôt, on parlait des Autochtones, les compagnies privées. Et il y a quelqu'un quelque part. Je comprends que vous le faites par conviction, ça, je n'ai pas de misère avec ça, mais en même temps, il y a quelqu'un quelque part qui tire profit de votre action. Bien, s'il y en a qui en tirent profit, bien, je veux dire, peut-être que c'est pour le mieux. Peut-être que ces entités-là ont été désavantagées pendant longtemps, comme c'est le cas des Autochtones. Et nous, ça va nous faire plaisir de pouvoir ramener l'équilibre. C'est tout le temps cette question-là d'équilibre. Est-ce qu'on est dans un équilibre sur le dossier forestier actuellement? Nous, on considère que non. 5 d'air protégé, complètement insuffisant. Comment qu'on fait pour renverser ça? Puis c'est là qu'on vient faire la pression. Puis d'ailleurs, tous les acteurs, je pense, ont un rôle à jouer. Nous, on a notre rôle à jouer. On fait partie du paysage forestier. Puis on va continuer à prendre part active dans ce domaine-là. Mais j'espère que les autres acteurs, comme le gouvernement québécois, comme Résolu, qui a une grosse responsabilité, vont emboîter le pas parce que là, on se retrouve dans une situation assez tendue et je vous ferai pas de cachette. Là, la tension va continuer tant que le dossier va pas évoluer, tant qu'on va pas régler certains enjeux, dont la question des Autochtones, dont la question de la conservation. Louis Tremblay, ensuite M. Gagnon. Quant aux aires protégées, c'est 8 d'aires protégées dans l'aire de répartition du caribou forestier, parce que le caribou, quand il arrive à la limite nordique de la forêt boréale commerciale, il ne fait pas de différence, il traverse la limite, puis il est chez eux aussi. Ça fait que le vrai chiffre, c'est 8 dans l'aire de répartition, qui va jusqu'à la limite de la forêt boréale. La question des montagnes blanches, vous semblez, en fait, vous identifiez les montagnes blanches comme la pouponnière du caribou. Moi, personnellement, pour avoir visité les montagnes blanches à plusieurs reprises, des amis en motoneige aussi munis de caméras, j'ai regardé les études qui ont été faites avec les colliers émetteurs par la direction régionale, là, parce que il y a des gens, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le caribou forestier, depuis 2003, il y a des décisions qui sont prises par rapport au caribou forestier. Les massifs de protection, des choses comme ça, c'est commencé depuis 2003. Et il n'y a rien qui indique dans les observations sur le terrain et dans les relevés des colliers émetteurs que les montagnes blanches sont ce qu'on appelle, ce que les gens disent, là, comme une place où le caribou forestier est en si grand nombre. Oui, sur le réservoir Pitt-Morgan, il y a beaucoup de caribous forestiers qui passent l'hiver dans le cours de mon chalet. Mais aux montagnes blanches, il n'y a pas d'études scientifiques qui confirment ce que vous avancez, à moins que vous en ayez une qu'on ne connaît pas, qu'il y a eu des observations, de la télémétrie. Il y a des caribous qui passent, mais il n'y a pas c'est pas la pouponnière du caribou forestier, là. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y a 4 aires de caribous qui parcourent le secteur des Montagnes Blanches. Le secteur des Montagnes Blanches, qui est le dernier grand massif de forêt vierge au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'ailleurs, vous avez publié une carte, je vous remercie de l'avoir publiée. Elle est là. Ces forêts-là, c'est les derniers massifs de forêt vierge, oui, dans le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi les derniers massifs de forêt vierge sur l'ensemble de la forêt commerciale québécoise.
Ce massif-là, en ce moment, il y a 4 aires. Du côté nord-ouest, c'est l'aire de Témiscamie, qui est très bien documentée, qui a un gros rapport qui a été publié justement par le ministère des Ressources naturelles en collaboration avec la Nation Crie, qui montre que l'aire de Témiscamie s'en va dans la 2661, dans la 2551. Tu as l'aire de Manoine, qui est au nord du réservoir Manoine, qui est très bien documentée aussi. L'aire de Manicouagan, qui est juste à côté, puis Pipmoagan, effectivement, dans le sud. Ces 4 aires-là sont très bien documentées et on sait que ces aires-là dépendent de ces secteurs-là pour survivre. La science est très claire. Puis moi, quand j'entends « il n'y a pas assez de science », ça me laisse soit sous-entendre que les gens n'ont pas fait leurs recherches ou qu'ils n'aiment pas les conclusions des recherches. Mais les conclusions sont très claires. Et d'ailleurs, Environnement Canada... C'est pas si vrai que ça va me faire plaisir de vous les envoyer, les recherches, M. Tremblay, parce qu'il y en a beaucoup de recherches. Et d'ailleurs, les chercheurs commencent à être vraiment tannés de se faire dire qu'il n'y a pas assez de recherches parce que leurs conclusions sont très claires. Parlez avec Martin-Hugues Saint-Laurent, par exemple, qui est un chercheur de renommée mondiale sur la question du caribou, qui dit lui-même et qui a travaillé avec Résolu pour pourquoi Martin-Hugues Saint-Laurent il recommande de créer des aires protégées au nord de la limite de la forêt boréale commerciale? En fait... pourquoi il le recommande? Il y a du travail à faire au nord de la limite nordique, certainement. C'est ça qu'il recommande, le comité de rétablissement. C'est de créer des aires protégées au nord de la limite nordique. Non, pas du tout. Ben oui. Le comité... Là, vous ne lisez pas le français comme moi ou bien vous ne voulez pas le lire? C'est Tremblay. Toujours d'une politesse légendaire, M. Tremblay. Non, mais c'est parce que... Laissez-moi répondre. Quand c'est des documents officiels, c'est vrai ou c'est faux? Mais le gouvernement du Québec reconnaît que c'est ce qu'il recommande. C'est l'équipe de rétablissement du gouvernement du Québec qui recommande la création d'aires protégées au nord de la limite nordique, dont ils en ont créé une dans le Témiscamie de 12 000 km, juste en haut de la limite nordique. Une aire protégée de 12 000 km². Donc, si je peux répondre à votre question. Répondez. Allez-vous écouter? Oui, j'écoute. Pas de chicane. Non, il n'y aura pas de chicane. Je sens que je perds le contrôle. Mais il n'y aura pas de chicane. Donc, la première des choses, c'est que, v'là 150 ans, le caribou était à la frontière avec les États-Unis. OK? Et plus on va attendre, plus le pourcentage de caribou au-dessus de la limite nordique va être élevé. Vous êtes d'accord avec moi? Si on attend un autre 10 ans, on va être à peu près à 95 % des caribous vont être au-dessus de la limite nordique. Puis si on attend un autre 15 ans, bien, il n'y en aura plus dans la forêt commerciale, puis ils vont rester dans cette dernière bande de forêt-là qui est juste au-dessus de la limite nordique. D'ailleurs, je vous invite à consulter le rapport sur la limite nordique, qui est assez instructif pour montrer justement qu'est-ce qui reste de forêt exploitable et qu'est-ce qui reste de forêt dans la zone commerciale qui devrait être exclue de l'exploitation forestière. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est une zone où est-ce que l'industrie ne devrait même pas mettre les pattes parce que ça se retrouve à avoir trop d'impact sur le territoire. Tout ce qui est en jaune, c'est des zones où est-ce qu'il y a un risque assez important et qu'il faut faire un aménagement spécial. Et ce qui est en vert, c'est les zones qui sont disponibles à l'exploitation. Les montagnes blanches sont justement dans la zone jaune et rouge. C'est justement là où est-ce que le comité scientifique qui a été mis en place par le gouvernement dit peut-être que c'est pas la meilleure place pour aller faire de la coupe forestière parce qu'il y a trop de fragilité, il y a trop d'éléments qui sont sensibles et on risque de ne pas faire de l'aménagement durable, on risque de se retrouver à hypothéquer la rentabilité et la durabilité de l'exploitation là-bas. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des secteurs, oui, on peut aller faire de l'exploitation forestière, il n'y en a pas de problème, mais il y a d'autres secteurs qu'il faut éviter. Et ces secteurs-là sont connus, la science est très claire, et les montagnes blanches, ce n'est un. Maintenant, est-ce qu'on veut sauver toutes les montagnes blanches, 22 000 km² identifiées avec les images satellites? Non, c'est pas ça qu'on demande. C'est pas ça que les groupes environnementaux ont demandé la semaine passée non plus. C'est de dire, dans ce secteur-là, on doit identifier une grande aire protégée qui va permettre, oui, de protéger le caribou et de respecter d'autres critères, dont la protection des vieilles forêts, l'évitement de fragmentation des forêts intactes, de répondre aussi aux critères autochtones, parce qu'il y a des demandes d'aires protégées dans ces secteurs-là aussi. Donc, bref, tout ça, il y a un chevauchement des enjeux, mais pour la science, je vais vous les envoyer les rapports si vous voulez. Il y en a énormément, puis ça va nous faire plaisir de faire avancer le débat, parce que pour l'instant, nous, on considère qu'il y a énormément d'informations pour prendre des décisions qui sont judicieuses. Monsieur Gagnon. Oui, M. Mainville, l'essentiel de la confrontation, de la problématique là, qui se déroule ici dans la région, c'est lié à la certification de Résolu. Donnez-lui la certification, ou en tout cas, si elle a réussi à l'obtenir,
le problème risque d'être réglé. Mais le premier ministre, ce matin, je pense, présente son projet Plan Nord, là, un peu plus élaboré et tout ça. Il y a la forêt, mais il y a l'exploitation minière, il y a bien d'autres choses. Est-ce que Greenpeace Québec est aussi impliqué de ce côté-là? Parce que du côté de la Côte-Nord, notamment, c'est pas la forêt en termes d'exploitation nécessairement qui pose un problème, peut-être parce que Résolu est moins là. Mais il y a des grosses problématiques aussi qui se dessinent, puis qui pourraient se dessiner aussi du côté de notre région avec l'exploitation d'Ariane Phosphate, notamment, BlackRock et toutes ces... Alors, est-ce que le Greenpeace est un peu... surveille un peu ces aspects-là où il n'y a rien que la forêt? Vous êtes spécialisé surtout en forêt, mais y a-t-il d'autres secteurs problématiques au Québec? Bien, sur le secteur minier, il y a une coalition qui fait du très bon boulot au Québec, qui s'appelle la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine. Cette coalition-là fait le travail depuis un bon bout de temps. Puis, justement, dans le mouvement environnemental, on s'assure qu'on est capable de toucher... fait partie de... Non, justement, on n'a pas de spécialisation sur le niveau minier parce qu'il y a d'autres gens qui font la job. Puis le pétrole dans l'Ouest, là. Est-ce que vous êtes impliqué là-dedans également? Là, par contre, on est très actif. Donc, c'est sûr que la question climatique, l'exploitation des sables bitumineux, l'arrivée des sables bitumineux au Québec avec les 2 projets de pipeline, d'Enbridge et TransCanada, le projet de port pétrolier à Cacouna, les futurs potentiels ports pétroliers ailleurs, le transport de pétrole par train, ça, c'est des enjeux sur lesquels on travaille très activement. Mais la question minière, on y touche pas. Par contre, la question du plan Nord, certainement, qui nous intéresse. D'ailleurs, on a fait pression justement auprès du gouvernement pour s'assurer que les questions autochtones et les questions de conservation fassent partie de ce plan Nord-là. Et on a hâte de voir comment vont enterrir les engagements qui ont été pris. Entre autres, le très gros engagement, très large et pas très précis de ce 50 % d'air protégé. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment que ça va être fait? Nous, on a bien hâte de voir comment que ça s'applique. Mais on travaille surtout spécifiquement sur les questions forestières pour cet enjeu-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. FSC. Concernant FSC, il y a quelque chose qui commence à ressortir clairement, c'est que la norme FSC n'est pas de ce plus fiable en termes d'auditeurs. Et Greenpeace et Forest Éthique sont des promoteurs de la norme FSC. FSC a été mise en place au sommet de Rio pour protéger les indigènes du sud de la planète, les grandes forêts du sud. Ça devait servir à ça, finalement. C'est pas là que ça a été implanté. On a implanté ça dans le nord, dans les forêts boréales. Et il se retrouve qu'au Lac-Saint-Jean, si on exclut l'unité d'aménagement où il y a le débat des cris, si on tient compte uniquement de l'unité d'aménagement où il y a Résolu avec les Inuits et de l'unité d'aménagement des Montagnes Blanches, d'un côté de la route, ASI Global certifie Arbec, qui bûche dans les Montagnes Blanches, pas très loin, dans la zone des Montagnes Blanches, où on veut la protéger. Et ASI Global maintient les certificats et les accorde à Arbec, qui possède toujours ses certificats FSC. De l'autre côté de la route, c'est Résolu, c'est Rainforest Alliance, dont un des auditeurs a été obligé de se retirer parce qu'il participait à votre campagne contre Résolu, suite à une injonction qui a été déposée par Résolu, à cause de ce qui a écrit sur sa page Facebook. Mais ça, c'est pas grave, il s'est retiré. Mais de l'autre côté, Rainforest Alliance retire les certificats de FSC suite à un appel au Comité international d'audit. Et c'est toujours le même débat. Quand Rainforest Alliance Résolu perd ses certificats, quand Résolu les garde, c'est ASI Global. C'est qui dit vrai dans les deux? Parce que moi, je ne suis pas certificateur, là, mais je me pose. C'est les mêmes forêts, les mêmes massifs, les mêmes caribous. De l'autre côté, c'est des Indiens, qui sont des Cris, qui sont des montagnais. C'est la même forêt, le même massif. Je l'avais dit tantôt, ils se promènent au travers de ça. Les caribous, c'est les mêmes animaux. Ouais. Il y en a un qui est correct, puis l'autre n'est pas correct. Puis c'est les mêmes fonctionnaires qui ont fait les plans de coupe. Parce que c'est des fonctionnaires du gouvernement du Québec dans la nouvelle loi qui les faisaient. Là, les compagnies vont les reprendre. Mais c'est les mêmes fonctionnaires. Qui dit vrai? ASI ou Rainforest Alliance? Donc, la norme FSC est très claire, les principes sont très clairs, les critères, les indicateurs, tout ça est clair. Les auditeurs sont certifiés pour faire la job.
Rainforest Alliance, c'est le plus gros certificateur FSC au monde. Lui que vous parlez, en fait, c'est QMI Global. Ben, c'est RSI Global à l'époque. Là. QMI a aussi plusieurs certifications octroyées au Québec. Maintenant, comment ces certifications-là sont octroyées, c'est dépendamment de ce qui se passe sur le terrain. Okay? Donc, qu'est-ce qui est fait comme type d'aménagement? Qu'est-ce qui est fait comme type de perturbation du milieu? C'est quoi l'historique? Et tout ça est basé sur une analyse de la forêt pré-industrielle. Donc, on a plusieurs critères à respecter. On regarde comment que la forêt était avant et comment qu'on va imposer un aménagement qui va essayer de respecter ou du moins limiter au maximum l'impact sur cette forêt-là. Si vous regardez sur la carte, l'unité d'aménagement de Arbec a beaucoup moins de fragmentation que d'autres comme la 2551, celle justement qui est en litige actuellement avec les CRI. Beaucoup plus d'exploitation, un historique beaucoup plus long, donc le niveau de fragmentation beaucoup plus élevé. Mais les taux de perturbation sont à peu près les mêmes, le taux général, selon le ministère. Bien, en tout cas, on pourra regarder les chiffres encore une fois, mais... Il ne faut pas croire le ministère non plus. Non, mais moi, je pense qu'il y a une des choses qu'on peut faire, c'est faire confiance aux auditeurs. OK? Première des choses. Ça, ça serait déjà la base. Parce que de commencer à vouloir discréditer une norme qui est demandée au niveau international, je suis pas sûr que c'est la meilleure avenue, ni pour Résolu, ni pour les travailleurs, puis les autres compagnies autour. OK? Là, ce qu'on a, c'est une situation où il y a une unité qui a été certifiée, ils ont du travail à faire sur le terrain, dont l'identification d'aires protégées, et Arbec, Rémabec ont leur travail à faire. Apparemment, ils font le travail. Tout comme Chantier Chibougamau, juste au nord de Résolu, qui ont les mêmes auditeurs, la même réalité caribou, la même réalité autochtone, ont maintenu leur certificat. Est-ce que c'est parce que Chantier Chibougamau a quelque chose de spécial? Non, c'est parce qu'ils ont fait le travail sur le terrain. La raison pourquoi Résolu a perdu ses certificats est identifiée par les auditeurs. Il y en a 13 raisons. Ces raisons-là sont bien décrites, puis on dit quoi faire pour récupérer les certificats à chaque fois. Et ça va des mauvais calculs de possibilités forestières, à une trop forte proportion de pertes de vieilles forêts, à la fragmentation de forêts vierges, à l'enjeu du caribou, aux enjeux autochtones, autant Innu que CRI. Donc, tout ça est bien identifié. Et donc, maintenant, est-ce qu'il y a une différence d'auditeurs? Nous, on ne croit pas. Les auditeurs font leur job. Et c'est d'ailleurs, c'est des forestiers, c'est des biologistes, c'est des économistes qui sont engagés, qui sont indépendants puis qui font la job. Comment qu'on peut s'assurer de faire revenir FSC au Lac-Saint-Jean? C'est ça la question. Mais en fait, ce qu'on peut comprendre de tout ça, c'est qu'il y a véritablement un sentiment de propagande derrière votre message. Et c'est difficile d'y voir clair quand on ne connaît pas tout ce que Louis Tremblay connaît, là. Mais en fait, c'est que je vois la directrice de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est à notre table et qui fait non, non, non quand elle vous écoute. Comment, dans le fond, faites-vous pour convaincre les gens qui sont bien implantés ici, les biologistes, tous ceux qui font des études, tous ceux qui sont sur le terrain, pour convaincre les gens que votre message est juste et rigoureux? Est-ce qu'il y a des approches qui sont faites de ce côté-là? En fait, moi, j'aimerais bien entendre, justement, s'il y a des non, non, non. J'aimerais avoir les arguments, là, mais moi, je pense que... À votre guise? C'est juste un commentaire, M. Mainville, c'est que souvent, vous comparez, moi, je suis là pour faire de l'information, de l'éducation, dans les écoles primaires, secondaires, puis l'information grand public. Puis quand vous comparez ce qui se passe dans ce territoire de la Paix-des-Braves, parce que c'est pas du tout les mêmes contraintes, avec ce qui se passe avec l'entente d'Armaugus, qui est une entente. Je ne dis pas que vous faites de la désinformation, mais vous prenez les chemins courts. OK? C'est pas du tout, là, Chantier Chibougamau, ils ont des contraintes spécifiques avec une entente qui s'appelle la Paix des Braves. Ou est-ce que, comme me disait M. Louis Tremblay, même on fait même des fois pas d'aménagement écosystémique parce qu'il y a des ententes sur des coupes en mosaïque. Il ne faut pas aller trop. Le dossier forestier, c'est quelque chose de très complexe. Puis quand on prend des raccourcis, des fois, l'information n'est pas... C'est pour ça les non, 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 là, parce que l'information, moi, me semble, on compare... on ne peut pas comparer le territoire de la Paix des Braves avec le territoire plus au sud, là. Où est-ce qu'il y a un litige, Barry-Moses, entre les Inuits et les CRI aussi, là. Ça fait qu'il faut... C'est des choses complexes. Fait qu'il faut faire attention, des fois, de prendre des raccourcis dans les messages. Nous, on travaille en éducation, puis avec les jeunes, là, on fait attention aux raccourcis dans les messages. On arrive avec des choses pour que les gens puissent se faire une information. Parce que quand les raccourcis sont trop vite, les gens vont dire « Oups, comment ça se fait qu'ils le font Chantier Chibougamau puis qu'ils le font pas en bas? » Bien, c'est pas du tout la même chose.
C'est juste ça que je voulais dire. Qu'est-ce que vous avez à dire? En fait, c'est un très bon point. L'entente Barry Moses touche un peu le secteur de chantier Chibougamau. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est justement la conclusion de ASI, le Accreditation Service International, qui a regardé qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il y a un conflit entre Résolu et les CRI actuellement? Résolu est allé faire des coupes dans le secteur Barry Moses sans avoir le consentement de la nation CRI. Ces coupes-là ont été accordées par le gouvernement et Résolu avait la responsabilité, en tant que détenteur du certificat, d'obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des CRI avant de faire les coupes. ASI a confirmé que les coupes ont été faites sans le consentement des CRI, ce qui contrevient au principe FSC. Ça, c'est un agissement d'une compagnie qui sait qu'il a la responsabilité de maintenir ses certificats, qui sait qu'il doit respecter ces principes-là et qui ne l'a pas fait. Est-ce que Chantier Chibougamau a fait ça? Est-ce qu'ils ont respecté les droits des Premières Nations? Est-ce qu'ils ont obtenu le consentement avant de faire leur coupe? Selon les auditeurs, oui. Et c'est ça la différence. Puis je pense que c'est important. Puis je suis d'accord avec vous qu'il faut faire attention. C'est effectivement un sujet extrêmement complexe. Puis c'est d'autant plus inquiétant de voir certaines analyses qui sont faites justement avec du coupage de coins ronds. Et on en voit beaucoup, on en lit beaucoup. Puis ça nous inquiète parce que la complexité du message fait en sorte que il y a beaucoup de travail à faire sur comment qu'on peut résoudre les problèmes. Et là, pour l'instant, on n'en entend pas beaucoup de temps que ça là, parler de comment ils vont être résolus ces problèmes-là. Par exemple, pour FSC, pour leurs 13 non-conformités chez Résolu, qu'est-ce que Résolu a fait à date? Il est où le plan? Il est où le plan pour faire revenir FSC? Nous, on trouve ça intéressant que le gouvernement a nommé Lucien Bouchard comme médiateur pour régler une des non-conformités, mais pour les 12 autres, qu'est-ce qui est fait? Ben non, c'est pas le caribou forestier. Oui, les vieilles forêts, qu'est-ce qu'on fait avec? Ça fait partie du caribou forestier. Bien, pas nécessairement. Il y a des vieilles forêts dans le sud où est-ce qu'il y a... La réponse, là, est dans le bilan du plan de rétablissement du caribou forestier 2005-2012. L'industriel n'a pas pu mettre en place son projet de dispersion de coupes en raison de l'application de modalités d'intervention particulières, soit des coupes en mosaïque associées à la paix des braves. Puis ça, c'est les gens du comité de rétablissement qui expliquent tout le litige sur le caribou et la permission des CRI de faire des coupes parce qu'au Québec, en droit constitutionnel, les compagnies ne négocient pas avec les entreprises. Les compagnies ne négocient pas avec les Indiens. C'est essentiellement le gouvernement du Québec qui est l'interlocuteur légal des Autochtones. C'est ça dans le domaine de la pêche à Wanani, au Lac-Saint-Jean, c'est ça dans tous les domaines. Mais la réponse est là. C'est qu'il voulait faire des coupes écosystémiques comme proposé par le comité de rétablissement du caribou forestier avec ses 40 membres, mais les CRI ne voulaient pas parce que pour les trappeurs, des coupes en mosaïque, ça permet de faire plus de routes forestières, plus facile d'accès à le territoire de trappe. On connaît des trappeurs CRI, là, c'est ce qu'ils veulent. Caribou, ça ne dérange pas bien. Avec les CRI aussi. Donc, elle est là, la réponse. Oui, mais la réponse est oui, il y a l'enjeu gouvernemental, puis après, il y a l'enjeu FSC, qui n'est pas un enjeu gouvernemental, qui est un enjeu de certification privée, indépendante, qui est demandée sur les marchés internationaux. C'est pour ça que je vous dis que c'est un enjeu qui sort du contexte régional, qui sort du contexte québécois. C'est cette certification-là, indépendante, qui a été mise en place par des entreprises privées, par des groupes environnementaux, par des Autochtones et des syndicats, dit que, oui, tu dois respecter les lois, mais en plus, tu dois faire autre chose. Et le autre chose, entre autres, c'est d'assurer que tu as le consentement préalable libre et éclairé des Autochtones avant d'aller faire tes coupes. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Mais si les CRI exigent des coupes qui ne rencontrent pas les critères... Bien, dans ce temps-là, tu t'assois avec le gouvernement et tu dis, je m'excuse, si je m'en vais faire cette coupe-là que vous me demandez de faire, je risque de perdre mon certificat. Est-ce que vous pouvez changer vos plans, s'il vous plaît, de façon urgente? Merci. Et c'est ça qui n'a pas été fait. Et c'est ça qui est problématique. Parfait. C'est ce qui met fin à notre rencontre. Je sens qu'il y aurait d'autres questions. Monsieur Mainville est disponible pour ceux qui veulent le questionner. Merci beaucoup.